Bienvenue pour cette plongée dans l'histoire assez incroyable de l'abbaye Notre-Dame de Côte-Malouin. On parle d'une abbaye cistercienne fondée au XIIe siècle, vraiment au cœur des forêts bretonnes. Oui, et ce n'est pas n'importe où. Le lieu initial, Silva Milonis, la forêt de Milon, ça dit tout de l'idéal cistercien. C'est-à-dire ? Chercher l'isolement, loin du monde, revenir à la règle de Saint-Benoît, le fameux ora et labora, prière et travail, et concrètement, ça veut dire défricher, cultiver la terre. D'accord, une quête d'autosuffisance, en quelque sorte. Voilà, une vie simple, laborieuse. Et la fondation, c'est bien 1142, 1143 ? Une fille de Bégard, si je comprends bien. Exactement, Bégard, elle-même issue de Cîteaux. Et dès le départ, il y a des soutiens importants. Alain Lenoir, duc de Richmond, puis la confirmation par Conan III, duc de Bretagne, vers 1146. Et la vie de ces premiers moines, alors comment ça se passait? Très rythmé, j'imagine. Ah oui, très très structuré. Les heures de prière, les heures canoniales scandaient la journée. None vers 15h, vespre à 18h, compli vers 20h. Et le travail, le laborat. Essentiel. Pas seulement au chant, hein. Il y avait aussi la copie des manuscrits, un travail intellectuel important. L'idée, c'était de lutter contre l'oisiveté. Avec cette fameuse sobriété cistercienne? La coule blanche. Tout à fait. La simplicité vestimentaire, mais aussi une certaine attention à l'hygiène. Le lavabo pour se laver les mains avant les repas ou les offices, le lavement des pieds chaque semaine. On retrouve ça dans l'architecture, j'imagine. Ce plan très organisé autour du cloître. Oui, le carré claustral typique. Et un élément très intéressant à Côte-Malouine, c'est l'évolution de l'aile occidentale, l'aile des converses. Ah oui, les frères Converse, cette main-d'œuvre laïque. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette aile ? Au début, elle leur était destinée. Ils étaient cruciaux pour le modèle économique cistercien, l'exploitation directe des terres. Mais leur nombre a diminué, et dès le XVIIIe siècle, on voit que cette aile est transformée. Transformée comment ? En hôtellerie, et puis en appartement pour l'abbé. C'est vraiment un signe des temps, quoi. L'ordre évolue, passe d'une économie de production à une économie de rente. Cette adaptation, on la voit aussi dans un autre domaine, la maîtrise de l'eau. Ils étaient réputés pour ça, les cisterciens. Absolument. Et à Côte-Malouine, le site de l'étang Neuf est emblématique. D'ailleurs, son nom vient de l'acquisition d'une terre neuve par l'abbaye. Et il y avait quoi à cet étang Neuf ? Principalement le moulin de l'étang Neuf, un outil économique clé. On a des documents qui en parlent de 1676 à 1775. C'était vital pour eux. Et là, il y a un point que je trouve fascinant dans les sources. L'étang Neuf, ce n'était pas juste le moulin, c'était aussi le siège de la haute justice de l'abbaye. Exactement. C'est une illustration parfaite de la puissance seigneuriale qu'avait atteint l'abbaye. Concentré au même endroit, le pouvoir économique, avec le moulin, et le pouvoir judiciaire le plus élevé. Oui, le droit de juger les crimes graves, y compris ceux qui pouvaient entraîner la peine de mort. C'était vraiment un centre de pouvoir complet. Mais ce pouvoir n'a pas empêché des crises. La commande, par exemple. Ah, la commande, ça a fait beaucoup de mal, oui. Nommer des abbés qui n'étaient pas moines, souvent des grands seigneurs comme le prince François de Lorraine en 1659. Ils ne résidaient pas sur place, c'est ça ? Voilà. Ils touchaient les revenus sans forcément s'occuper de la vie spirituelle ou matérielle de l'abbaye. Ça l'affaiblissait. Et puis, il y avait de grosses tensions sociales. Ou un peu. Alors le domaine congéable, c'est un système agraire assez typique de certaines zones de Bretagne. En gros, l'abbaye possédait la terre, le sol, mais le paysan qui l'exploitait possédait ce qu'il y avait dessus, les bâtiments, les arbres, les améliorations. Et le paysan pouvait être congédié, c'est ça ? Viré, en quelque sorte. Ouais, son droit d'usage était précaire. Et ce partage de propriété était source de beaucoup de conflits, surtout quand l'abbaye réclamait des paiements des arriérés. Ce qui nous amène à un événement marquant, l'incendie de juillet 714. Un acte criminel, oui. Très ciblé. Des vassaux, des paysans lourdement endettés, on parle de plus de 18 000 livres, une somme énorme pour les potes, mettent le feu à la procure. La procurait, c'est-à-dire les bureaux administratifs. Exactement. Le but était clair, détruire les archives, les papiers qui prouvaient les dettes. Une malice noire et préméditée, disent les textes. Et les coupables? Jamais retrouvés, malgré l'enquête. Et ça a laissé un trou dans les archives, évidemment. C'est fou.
Et pourtant, l'abbaye ne s'effondre pas. Au contraire, on reconstruit. C'est le paradoxe. Juste après, enfin dans les décennies qui suivent, entre 1709 et 1752, sous l'abbé Jean-Joseph Languet, qui deviendra archevêque, on reconstruit. Quoi, par exemple? Le cloître, en 1726. L'église aussi, dans un style classique, plus sobre peut-être, mais imposant. Ça montre que, malgré l'incendie et la perte de ses créances, l'abbaye avait encore de solides revenus fonciers. Impressionnant. Puis vient la Révolution française. Alors là, oui, l'abbaye est vendue comme bien national. Mais les documents disent qu'elle était encore entière à ce moment-là. Ah bon? Donc la destruction massive, ce n'est pas la Révolution? Non, pas directement. C'est plus tard, en 1806. L'acheteur, un particulier, va la démanteler pierre par pierre pour construire son propre manoir ailleurs. Pour récupérer les matériaux en fait. Exactement. C'est l'intérêt économique privé qui cause la ruine principale, plus que l'idéologie révolutionnaire à ce moment-là. Heureusement, il y a eu une prise de conscience plus tard. Oui, l'inscription comme monument historique en 1964 et surtout, depuis 1993, le travail formidable de l'association Les Amis de l'abbaye de Coedmalouën. Qui restaure le site. Oui, ils font des fouilles, ils consolident ce qui reste, ils ont remis en valeur le plan au sol. C'est une vraie renaissance, grâce aux bénévoles. Alors, si on résume cette histoire incroyable de Cote-Malouin, on part de la forêt sauvage, on arrive à un centre de pouvoir économique et judiciaire avec cet étang neuf, on traverse des révoltes paysannes, l'incendie, les transformations économiques, le démantèlement pour les pierres, et enfin cette renaissance comme site culturel et lieu de mémoire. Quel parcours! Ce qui est frappant, c'est vraiment cette transformation. D'un lieu de production, de pouvoir seigneurial, on passe à un patrimoine. Et le travail des bénévoles, aujourd'hui, ce laborat moderne, fait écho à celui des moines, mais au service de la mémoire collective. Une dernière réflexion peut-être pour nos auditeurs, cette maîtrise de l'eau par les moines, si centrale à l'étang neuf pour leur économie et leur pouvoir. Comment est-ce que ça résonne avec nos enjeux actuels? Gestion de l'eau, des ressources, des infrastructures. C'est une excellente question. Ça montre que ces enjeux ne datent pas d'hier. De quoi continuer à réfléchir après cette plongée dans l'histoire de Cote-Malouën?